Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler de la recherche au Sénégal par rapport à ce qu'on fait dans le contexte du Covid. Il commence par un peu ces deux images, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, que j'ai prises pour illustrer la situation avec le Covid, où il y a beaucoup de questions d'hygiène que vous voyez à partir de cette théière, et aussi du dialogue entre les communautés. J'ai mis cette photo de Joal, qui est un des exemples de type de discussion, puis c'est un cimetière où sont enterrés et des musulmans et des chrétiens en toute simplicité, ce qui montre une bonne intégration malgré les différentes religions et qui est, à mon avis, au cœur de la discussion sur le Covid. La prochaine diapositive, j'essaie de la passer. Alors, donc justement, je vais vous parler de la recherche en faisant très rapidement la situation au Sénégal avant d'aller sur les recherches qui ont été menées et puis vers la fin, quelques mots de conclusion qui sortent de nos recherches à prise de perspective. Aujourd'hui, la situation au Sénégal, si je prends le point qui est fait aujourd'hui, nous avons une situation où il y a 15 848 cas confirmés. On a 73 sur 79 districts qui sont touchés. Et parmi cela, il est important de noter qu'on a pu avoir depuis le début plus de 15 452 personnes qui ont été guéries. Et actuellement, nous avons 2 cas graves, un nouveau décès, au total 330 décès depuis la confirmation du premier cas en mars 2020, exactement le 2 mars. Il est aussi important de noter qu'on a un cumul des personnels de santé qui sont COVID à plus de 402 personnes. Alors, si je décris rapidement la situation en termes de temps, lieu, personnes, comme nos amis épidémiologues aiment bien le faire, je veux dire que vous avez là la courbe de la situation épidémiologique où on voit une baisse qui est régulière depuis le mois de juillet, après avoir eu une période assez de cumulation assez importante, on va dire, entre le mois d'avril et le mois de juillet. Et qu'aujourd'hui, au Sénégal, la plupart des régions sont touchées, et notamment Dakar et la région de Diourbel, où on a le plus grand nombre de cas. Et que si on regarde les cas confirmés, d'une manière générale, on a la tranche entre 20, 49 jusqu'à 60 ans qui est la plus touchée. Par contre, les décès sont particulièrement importants dans la tranche d'âge des plus de 60 ans. En termes d'activité, dans le cadre du Covid, donc, là où l'Institut Pasteur est impliqué est beaucoup dans les tests pour le Covid et ça donne l'opportunité aussi de faire les recherches. Et j'en parle très rapidement pour dire que dans le cadre de ces tests qui ont été demandés, il a fallu faire preuve de réorganisation et innovation, faire appel au digital et à la décentralisation pour permettre justement de rencontrer assez rapidement les résultats et cela a pu se faire aussi grâce à la fabrication de tests rapides sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui, mais juste pour dire que le contexte a particulièrement favorisé cela. Et donc, dans ces tests qui nous ont permis justement d'avoir des opportunités de mieux comprendre, il a fallu très rapidement les augmenter, passant de 500 à 2000 par jour avec un rendu dans les 24 heures et qui a nécessité une réorganisation. Et que le côté décentralisation, ce qu'il y a, il est important puisqu'il a permis avec des laboratoires fixes et des laboratoires décentralisés en collaboration avec le ministère de la Santé, justement de faire non seulement de la surveillance sur les sites sentinelles et d'avoir de l'information pour faire de la recherche, mais aussi de permettre d'avoir une détection précoce avec des cas graves avec une investigation et ça a donné l'opportunité aussi de former les différentes personnes. Un point très important est la collecte grâce à une plateforme digitale que je présente à travers cette slide où justement à partir du laboratoire et des informations qui viennent du terrain, on arrive à collecter un certain nombre d'informations qui sont la base d'une discussion avec le personnel de santé à qui l'information est transmise par cette plateforme digitale, soit parce que ça leur permet de prendre des décisions, soit pour les voyageurs qui aujourd'hui constituent un élément important du processus par lequel on arrive aussi à détecter des cas. Donc cette plateforme, comme je disais, qu'on appelle Teranga, elle permet de collecter des résultats, elle permet de renseigner le médecin-chef de district, elle permet de donner l'information sur la mais aussi de construire des tableaux de bord à partir desquels on peut renseigner régulièrement la décision et c'était vraiment ça l'objet des recherches qu'on a pu faire. Si je mets le nombre de tests qui ont été effectués depuis lors, je voudrais juste noter qu'il y a une première période dans laquelle toutes les personnes qui étaient considérées comme suspects ont été prélevées.
et leurs contacts systématiquement aussi prélevés, et les personnes malades étaient à l'hôpital isolé, les contacts à l'hôpital, dans les hôtels isolés. Et ça a permis que le laboratoire de faire des tests sur les suspects, sur les contacts et sur les personnes justement qui étaient hospitalisées pour leur suivi. Mais on voit qu'à partir du mois de juin, le nombre de tests était vraiment focalisé compte tenu de la dynamique de transmission communautaire sur les gens qui étaient, sur les suspects et sur les gens qui étaient hospitalisés et les contacts qui étaient vraiment à risque. Alors, la recherche, elle a porté au niveau du Sénégal sur trois grandes thématiques sur lesquelles je vais revenir rapidement. La première étant que l'analyse du virus pour comprendre l'introduction, la surveillance de ces changements, la modélisation et la dynamique de l'épidémie à travers des suivis des chaînes de transmission et d'évaluation et aussi la recherche clinique. Juste pour dire qu'elle a été très focalisée sur une volonté d'accompagner l'épidémie, elle a une recherche extrêmement opérationnelle au-delà du fondamental qu'on peut faire un peu plus tard. Pour le virus, il faut dire que dès le début, quand on voit sur ce schéma, le premier cas a été confirmé le 2 mars, mais dès le début, il a commencé à y avoir une identification des chaînes de transmission. Et ensuite, des séquences sont faites au fur et à mesure de l'épidémie. Et aujourd'hui, nous avons plus de 300 séquences qui ont été faites sur ces différentes souches. Mais les premières, pendant la première période, ont montré juste à partir des 100 premières séquences qu'on a pu faire, qu'il y avait quand même une introduction importante avant le début des frontières, avant la fermeture des frontières, puisqu'on a une majorité qui venait d'Europe, un peu d'Asie et beaucoup d'Amérique et d'Afrique. Donc, ça a permis de suivre à peu près et de comprendre dans quelle mesure le rôle de l'importation a joué au tout début de l'épidémie. Aujourd'hui, avec plus de 300 séquences, cette dynamique est un peu plus détaillée. Mais en fait, ce qu'elle nous donne très clairement, c'est de montrer qu'elle s'est un peu renforcée avec un gros cluster qui concerne, avec des souches qui sont proches de la Gambie et du Sénégal, des États-Unis, qui sont un des premiers groupes. Un deuxième groupe encore très important qui, sur toute l'épidémie, montre un rôle important qu'ont joué les échanges avec l'Europe. Et enfin, un rôle par rapport à l'Asie, et plus l'Égypte et la Côte d'Ivoire. L'autre point important, si on focalise maintenant sur Dakar, qui a été l'épicentre de l'épidémie pendant les premières semaines, on a pu voir que régulièrement, cette diversité s'est augmentée dans le temps par rapport au virus et on a eu une prépondérance d'une des lignées les plus importantes. Et quand on regarde ça de façon un peu plus large par rapport à cette caractérisation, en regardant quelle a été la dynamique au niveau des régions, on a pu voir qu'une très grande diversité était Dakar parce que c'était le site principal d'introduction, mais aussi cette diversité au fil du temps s'est un peu propagée dans les régions. On voit en fonction de la proximité, comme Thiès qui est très proche de Dakar, on retrouve certains génotypes, tandis que pour les régions les plus lointaines, on a un peu moins de diversité que ce que l'on peut voir. Alors, aussi, quelque chose qui a été important, il y a eu besoin de débat sur des souches qui sont un peu plus transmissibles que d'autres. Il a été beaucoup question de la mutation D614G, qui permettait un peu de voir est-ce qu'elle était transmissible ou pas. Ce qu'on a pu voir, nous, au Sénégal, c'est qu'elle était vraiment associée, cette mutation G, aux chaînes de transmission qui étaient les plus longues. Donc, ce qui tendrait à faire croire qu'elle se transmet mieux. Mais cela est, à ce stade-là, une association et pas forcément une causalité. Un deuxième type de recherche qu'on a fait, c'est l'analyse de la dynamique de la transmission. Et vous pouvez voir sur cette diapositive qu'on a une situation où on mesure le taux de reproduction de base qui a été très important au début puisqu'il y a eu beaucoup d'infections, qui a eu tendance un peu avec le temps à s'estomper et avoir au Sénégal un taux d'environ 1,16, qui fait qu'on a une augmentation et un taux de croissance un peu plus faible que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Un autre élément aussi a été de voir quels sont les facteurs de risque qui ont été liés aux gens qu'on a pu détecter justement à travers le système de laboratoire et les infections. Et on a vu globalement, l'âge a été extrêmement important puisqu'on voit que le risque est plus important entre les 40 et 59 ans et encore plus important puisque quand on passe de 60 à 100 ans, il est multiplié par 2 quasiment. Maintenant, on a regardé aussi les choses comme les professions. Et là, on a été surpris du rôle de risque que représentaient les commerçants. Et on associe ça probablement au fait qu'ils sont très exposés
aux différentes personnes qui viennent dans leur commerce et essayent de voir les choses. On a été un peu surpris aussi par rapport aux élèves, mais puisque les classes étaient fermées, et qu'elles ont été pendant longtemps, jusqu'au mois quasiment de juin, ils ont repris, ça explique aussi le fait que ça a été un facteur de protection. Un autre élément est de voir les symptômes en fonction de la classe d'âge, qui a permis de voir que, bien évidemment, la fièvre est un des éléments extrêmement importants et que dans la classe d'âge 14-45 ans, c'est là où on a vu un peu une grande diversité et que, par exemple, les symptômes comme l'anosmie ou la gueusie ont pu être identifiés, même s'ils sont mineurs, et ont été souvent associés à quelque chose de très important dans l'identification de la COVID. Alors, un autre élément qui a été important, c'est l'analyse des chaînes de transmission. Et quand on a regardé la plupart des chaînes de transmission, quelques éléments saillants en sont sortis. Le premier élément montre un haut niveau d'infectiosité avec un taux de contamination chez les contacts qui était quasiment de 25%. Et on a pu établir, grâce à cette plateforme digitale, quasiment en temps réel les chaînes de transmission au fur et à mesure qu'on récoltait l'information, avec un nombre moyen de contacts prélevés par cas index qui était de 10 à peu près, et un nombre moyen de cas contacts qui sont retrouvés infectés par rapport au cas index de 2,7. Quand on regarde toutes les chaînes de transmission qu'on a analysées, un peu représentées, à ce stade, on a suivi plus de 973 chaînes de transmission, parmi lesquelles actuellement une seule est encore active. Et on a remarqué 145 chaînes, donc 15,6%, ont été retrouvées dans plusieurs régions. Et donc, il y a vraiment, par exemple, 3 chaînes qui sont retrouvées dans 6 régions du Sénégal et qui montrent à quel point la mobilité a pu jouer un rôle important dans la diffusion de cette maladie et qu'on retrouve dans le cadre des chaînes de transmission. Si je regarde globalement la durée de moyenne des chaînes, elle était beaucoup plus importante au début. Avec le temps, elle s'est stabilisée et maintenant, elle a été réduite parce que vraiment, on a moins de chaînes. Et quand on voit la fréquence, bien évidemment, plus les chaînes sont longues, moins elles sont fréquentes. Et le plus long degré de chaîne de transmission qu'on a pu avoir est un niveau 7 dans la génération qui montre que c'était des chaînes qui n'étaient pas très maîtrisées, mais la majorité des chaînes n'ont pas pu faire plus de 2 voire 3 générations. Juste pour vous donner là aussi un exemple, ça c'est typiquement une chaîne qui a connu 7 générations. On peut voir à travers chacun de ces points bleus, c'est un cas, et chaque point rouge est un cas qui a été confirmé. Et on peut voir par exemple pour cette chaîne qui a duré 119 jours, qui n'est plus active, qu'il y a eu plus de 1467 individus qui étaient concernés par cette chaîne, dont 175 positifs, et a touché l'ensemble à plusieurs régions, plus de 6 régions qu'on a pu voir, avec plusieurs districts et avec un autre ratio où les femmes semblaient plus majoritaires. Et donc, grâce à ce genre d'informations qu'on partageait avec le ministère de la Santé, nous avons pu donner des informations qui étaient importantes pour la lutte. Là, pareil, c'était une des caractéristiques des chaînes, par exemple, qui ont eu 6 générations, pour montrer un peu de manière globale les sex ratios et quels sont les districts et les chaînes qui sont et les régions qui sont affectées, et si oui ou non la chaîne elle-même est active. Je voudrais revenir dans ces notions de dynamique de transmission au fait qu'au tout début de l'épidémie, après la première grosse vague, à partir du mois de mars, il y a eu plusieurs mesures qui ont été données pour arrêter. Donc, il y a eu l'interdiction des rassemblements, les écoles ont été fermées, suspension des vols commerciaux, on ne pouvait pas bouger trop à l'intérieur du Sénégal sous autorisation et l'état d'urgence avec couvre-feu. Et donc, on a vu que ça a permis, dans un premier temps, de baisser les choses. Et après, on a eu quand même une deuxième reprise lorsque ces mesures ont été levées. Et particulièrement, quand on a commencé qui ont amené à rendre le masque obligatoire et qui a permis, dans un deuxième temps, justement, de réduire et depuis cette période, de rester autour de 1. Et donc, juste pour montrer un peu cet impact qu'on peut avoir à travers le début de l'épidémie avec les différentes mesures, il a été possible justement de voir quel était le niveau d'impact de ces mesures. Pardon. Et donc, on a pu calculer à peu près, grâce à des travaux de modélisation, que le rassemblement public prévenait, d'après sur 15 jours qu'on avait pu faire le travail, 14 cas, tandis que les masques, plus tard, permettaient d'en prévenir 40, que la restriction de voyage avait permis 28, etc. Et c'est le type d'information qu'on échange et qu'on a pu discuter avec le ministère pour savoir quel peut être l'impact des mesures.
Troisième et dernier point que je voudrais aborder rapidement est la recherche clinique donc, qui a été faite avec le premier cas donc, le 2 mars. Il y a eu tout de suite une organisation auprès du centre de traitement et l'IPD pardon, a été amené à travailler avec le ministère de la Santé et les cliniciens, particulièrement le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes, qui était en charge de 4 centres de traitement. Il y avait deux principaux travaux en termes de recherche clinique. Un, c'était une étude multidisciplinaire basée sur une cohorte avec une partie du suivi du patient. Et la deuxième était vraiment d'évaluer l'efficacité du traitement à travers un essai clinique un peu randomisé. Pour cette première partie, l'étude de la cohorte, elle concerne la population générale, 5 centres de traitement, 4 unités et unités de soins intensifs. On a fait un protocole basé sur ISARIC, et qui est plutôt une étude observationnelle avec une captation rétrospective et prospective des données où on a pu analyser un peu plus de 1200 dossiers avec un suivi clinique et immunologique qui se fait à 1, 3, 6 mois après hospitalisation. Et donc, cette cohorte, bien évidemment, a permis de voir au niveau des cas confirmés, de décrire mieux les présentations cliniques. Ça a permis de voir l'évolution clinique sous différents traitements, que ce soit l'hydroxychloroquine ou l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, qui était la décision qu'avaient pris les cliniciens d'appliquer, a permis un peu de décrire les facteurs de risque de survenue de la maladie, des formes sévères. On a pu faire de l'analyse virologique sur ces cas et actuellement, cette analyse permet à partir de différentes évolutions de voir à partir des cas sévères, modérés ou légers quelle a été l'issue et de voir s'il y avait un lien avec les séquences et aussi de voir un potentiel entre les présentations cliniques et les souches virales. Un deuxième côté immunologique pour mieux comprendre la cinétique des réponses, la médiation de la réponse immune, de voir quelle était la cinétique des anticorps, mais aussi de voir quelles étaient les réponses T et B qui étaient associées au SARS-CoV au niveau de l'Afrique. Enfin, l'essai randomisé, c'est plutôt une étude interventionnelle qui permet d'évaluer l'efficacité et la tolérance des régimes thérapeutiques donnés aux patients infectés par le SARS-CoV-2 avec des populations ayant des formes modères ou sévères. C'est un essai clinique qui a été mis sur justement qui a été mis au niveau de clinical trial et qui permet d'avoir une randomisation avec un traitement standard, un traitement associé à la molécule qui est le mesylate de nafamostat, qui est justement une molécule qui a des propriétés anticoagulantes. Et c'est un travail qui a démarré en août 2020 dans le cadre d'une collaboration avec l'Institut Pasteur de Corée. Donc, c'est un repositionnement de molécules qui est l'indication reconnue, c'est une coagulation intravasculaire disséminée et qui a des activités inhibitrice de la sérine protéase avec une activité anticoagulante, antivirale et immunomodulatrice qui nous a permis jusqu'à présent, ce protocole qui est en cours avec un objectif de 93 patients par bras, de recruter un peu plus d'une vingtaine de personnes sur lesquelles une étude immunologique additionnelle sera faite. Voilà, ce que je peux dire en conclusion, parce que les résultats des essais cliniques sont en train d'être justement dépouillés et clarifiés, c'est-à-dire que la recherche temporelle épidémique est essentielle pour informer et guider les décisions. C'est un des points cruciaux, par contre, est la disponibilité de données de qualité en temps réel, d'où la nécessité d'avoir un dispositif performant de collecte et vérification des données, et qu'un partenariat au niveau international est souvent essentiel pour mesurer cette dynamique et la